La célébrité n'est pas faite pour tout le monde. L'exploitation, le manque de vie privée et l'attention constante du public ne sont que quelques-uns des inconvénients d'une carrière qui vous met sous les projecteurs. Bien que nous ayons régulièrement couvert des cas de personnes célèbres qui ont disparu de la surface de la Terre sans jamais être retrouvées. Il existe également des cas de personnes célèbres qui, pour une raison ou une autre, disparaissent pour ne réapparaître que quelques jours ou semaines plus tard. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir 3 cas similaires impliquant des célébrités. Daffy. Né le 23 juin 1984 à Bangor, pays de Galles. Amy Ann Daffy, connue sous le nom de Daffy, est auteure-compositrice-interprète. Elle est surtout connue pour son immense single Mercy, extrait de son premier album Rock Ferry, sorti en 2008. Ce tube, premier titre international de Daffy, l'a rendue star et reste sa chanson phare. On remarque son influence par des chanteuses soul comme Aretha Franklin et les Supremes. La chanson a été nominée à plusieurs prix, dont le Grammy Award de la meilleure performance vocale pop féminine. Et s'est vendue à 50 000 exemplaires au Royaume-Uni, ce qui en fait le 3e single le plus vendu de 2008 dans le pays. Elle a aussi dominé les classements en Allemagne, Grèce, Turquie, Japon, Nouvelle-Zélande et dans plusieurs autres pays européens. L'album Rock Ferry s'est vendu à 9 millions d'exemplaires. Son second album, en 2010, Endlessly, a eu un succès modéré et s'est classé 9e au Royaume-Uni. Après cet épisode, Duffy paraît avoir quitté la scène. En 2012, elle ne parlait plus aux médias et avait soit annulé, soit manqué toutes ses prestations prévues. En 2013, elle a fait une brève apparition lors d'un hommage à Edith Piaf et en 2015, elle a eu un petit rôle dans le film Legend sur les frères Cray avec Tom Hardy. En 2017, une publication sur les réseaux sociaux a informé les fans qu'elle espérait bientôt leur montrer du nouveau. Mais à part ces petits moments, Duffy était introuvable. Un journaliste a tenté de la retrouver en 2018, mais un ami lui a dit « Si Duffy ne veut pas être retrouvée, elle ne le sera pas ». Pendant des décennies, les fans se sont demandé ce qu'était devenue la chanteuse solitaire. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître au sommet de son succès? Mais en 2020, tout a été révélé lorsque Duffy est finalement revenu sous les projecteurs. Dans une déclaration détaillée publiée sur duffywords.com, un site qui ne contient rien d'autre que cette déclaration. Elle a révélé avoir fait une pause musicale, s'être éloignée des projecteurs et coupée de ses proches. Après avoir été droguée, enlevée, violée et maltraitée pendant 4 semaines, à partir de son anniversaire 10 ans plus tôt, elle écrit « C'était mon anniversaire. J'ai été droguée dans un restaurant puis pendant 4 semaines en voyageant à l'étranger. » Bien qu'elle ait refusé de nommer la personne responsable des abus, elle a ajouté que l'auteur avait fait des aveux voilés de vouloir la tuer. Elle a expliqué que ces menaces de mort la forçaient à se soumettre, car elle craignait trop d'aller à la police de peur que le coupable la retrouve et la tue. Cependant, elle a fini par aller à la police quelque temps après avoir échappé à sa captivité. Elle a précisé que seule la police devait gérer l'identité de l'auteur, ce qui ne concernait qu'elle et eux. Elle a dit avoir choisi d'aller à la police après avoir été menacée de voir son histoire rendue publique. L'auteur-compositrice-interprète a déclaré que le traumatisme était si cauchemardesque qu'à un moment donné, elle a envisagé de changer de nom, de partir dans un autre pays et d'abandonner sa carrière. Cela a aussi beaucoup influencé ses relations. Elle s'est isolée de ses proches un moment, puis a repris à fréquenter quelqu'un, selon ses dires. Citation. « Chacun d'eux me couvrait d'amour et voulait la personne sur la pochette de l'album alors que je n'étais qu'une personne blessée. C'était futile. » Duffy a pu parler de son traumatisme grâce à son thérapeute, mais rendre son histoire publique n'a pas été une décision prise à la légère. Certains ont laissé entendre que j'aurais pratiquement terminé toutes mes chances de refaire de la musique en public. Certains ont dit que je serais méprisé par le public. Un autre a dit qu'on me traiterait d'égoïste parce que le violeur est toujours en liberté. Elle a finalement conclu que je croyais que révéler publiquement mon histoire détruirait ma vie émotionnellement, mais la cacher la détruisait encore plus.
Elle a dit avoir passé des mois seule après l'épreuve, s'être coupé les cheveux pour éviter qu'il ne s'en mêle pendant son deuil et avoir déménagé 5 fois en 3 ans. Ensuite, elle a ajouté que ne pas chanter me tuait. Duffy a décidé de laisser la dernière décennie derrière elle, là où elle doit rester. Espérons que ce soit terminé. Que lui est-il arrivé? Question maintenant, vous savez, je suis libre. Cette année-là, elle a sorti la chanson Something Beautiful. Bien que Duffy soit restée discrète depuis, les fans gardent espoir qu'elle prépare un retour en coulisses. Agatha Christie. Née dans le Devon en 1890, Agatha Christie était une auteure britannique célèbre pour ses romans policiers, surtout ceux avec Hercule Poirot et Miss Marple, adaptés de nombreuses fois à la télévision et au cinéma. En plus de son talent d'écrivaine, Agatha est aussi connue pour sa mystérieuse disparition en 1926. Avant d'explorer cette disparition, penchons-nous sur sa vie personnelle. En octobre 1912, à l'âge de 22 ans, elle rencontre Archibald Archie Christie lors d'un bal. À la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, elle avait connu plusieurs hommes, relations et fiançailles, toutes brèves. Mais sa relation avec Archie était différente. Le couple s'est rapidement pris d'affection l'un pour l'autre et est tombé amoureux, et 2 ans plus tard, ils se sont mariés la veille de Noël. 1914, avec le début de la Première Guerre mondiale, Archie devait partir combattre à l'étranger. Il voulait donc officialiser leur union avant son départ. Pendant qu'Archie partait pour la France, Agatha restait en Angleterre, d'abord infirmière bénévole puis préparatrice en pharmacie rémunérée. Son service militaire prend fin en 1918 lorsqu'Archie revient en Grande-Bretagne comme colonel au ministère de l'Air. Le couple a déménagé à Londres, louant un appartement dans le quartier de St. John's Wood. C'est à cette époque qu'Agatha a commencé à prendre l'écriture au sérieux. Au fil des ans, elle avait tenté de publier ses œuvres, mais avait essuyé environ 6 refus. Mais elle a touché le jackpot avec la création de son célèbre détective Hercule Poirot, un ancien policier belge qu'elle décrivait comme ayant une tête exactement en forme d'œuf. Son premier roman avec Poirot, La mystérieuse affaire de Stiles, a été écrit en 1916 et soumis à la publication en 1918 mais refusé. Une autre maison d'édition de Bodily Head a proposé d'accepter le manuscrit à condition qu'elle modifie la façon dont la solution du mystère était révélée. Agatha a ensuite signé un contrat de 5 livres avec la maison d'édition. L'affaire mystérieuse de Stiles fut publiée en 1920. En août 1919, Agatha a eu son premier et unique enfant, Rosalind. À la fin de la guerre, Archie a commencé à travailler dans la finance au centre-ville de Londres. Au cours des années suivantes, Agatha a commencé à profiter d'un flux régulier de travail. Elle a publié 2 romans en 1922 et 1923, L'adversaire secret avec les détectives Tommy et Tuppence et Le meurtre sur le lynx, une aventure de Poirot. Elle a aussi écrit des nouvelles avec Poirot pour The Sketch, à la demande du rédacteur en chef. Des fissures apparurent entre Agatha et Archie, aggravées par la mort soudaine de la mère d'Agatha, Clarissa Miller, en avril 1926. Quelques mois plus tard, les médias rapportèrent qu'Agatha avait quitté Londres pour se remettre d'une dépression causée par un surmenage. Et Archie lui demanda le divorce car il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Archie vit sa femme le 3 décembre 1926 lorsque le couple se disputa par la suite. Il annonça qu'il allait passer le week-end avec des amis sans Agatha. Quelques heures plus tard, Agatha quitta leur nouvelle maison du Berkshire, monta dans sa voiture et partit. Sa disparition déclencha l'une des plus grandes chasses à l'homme que Londres ait jamais connue, mobilisant plus de 1000 policiers et 15 000 volontaires civils. Pour la première fois, des avions couvrirent de vastes zones du pays. X mit fortement la pression sur la police pour retrouver l'écrivaine disparue et le ministre William Johnson, ainsi que la femme de 36 ans, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur du célèbre détective Sherlock Holmes, fut même sollicité pour aider. Moins de 24 heures après sa disparition, le véhicule d'Agatha, une Morris Cowley, fut retrouvé à Newlands Corner près de Guildford. Son manteau de fourrure et une valise étaient toujours à l'intérieur, les phares allumés. Cependant, il n'y avait aucune trace de l'écrivaine elle-même. Au fil des jours, des rumeurs ont commencé à circuler et la presse a spéculé sur le sort qu'avait connu la femme de 36 ans
Certains ont émis l'hypothèse qu'elle s'était suicidée dans un plan d'eau voisin appelé Silent Pool, où 2 enfants seraient de mort des années auparavant. Aucun corps ni effet personnel d'Agatha n'a été retrouvé sur place. Et ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle n'aurait pas abandonné la vie alors qu'elle avait une carrière aussi prometteuse et une fille qu'elle adorait. Certains ont avancé qu'il s'agissait d'un simple coup de pub pour promouvoir son dernier roman. Certains soupçonnaient qu'Archie avait tué sa femme pour s'installer avec sa maîtresse. Même la police s'est méfiée de lui quand il a dit que sa femme avait laissé une note qu'il avait lue puis détruite. Cependant, il avait un alibi pour ce moment-là. Agatha a disparu alors qu'il passait le week-end avec des amis. À l'insu de la police, il fêtait ses fiançailles avec Nancy Neal. 11 jours après sa disparition, Agatha a finalement été retrouvée. Elle avait été retrouvée le 14 décembre à l'hôtel Swan Hydropathic à Harrogate, mais lorsqu'on l'a interrogée sur l'endroit où elle se trouvait et ce qu'elle avait fait, Agatha a eu du mal à répondre et n'a même pas reconnu ses propres photos dans les journaux. Elle s'était inscrite sous le nom de Tressa Neal, nom de la femme pour laquelle Archie divorçait et a déclaré venir d'Afrique du Sud, sans aucune réponse de la part d'Agatha elle-même. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'elle avait eu un accident de voiture en se rendant à Londres, puis avait pris un train pour Harrogate. Ensuite, où elle s'était enregistrée dans un hôtel avec presque aucun bagage, elle avait été reconnue par l'un des musiciens de l'hôtel, qui a ensuite prévenu son mari. Agatha n'aurait jamais évoqué sa disparition, même si Archie a évoqué une amnésie due à l'accident de voiture. L'écrivain Andrew Norman a suggéré qu'elle aurait souffert d'une fugue dissociative, une affection rare où une personne perd temporairement la mémoire et se retrouve ailleurs. Souvent déclenchée par un traumatisme, la demande de divorce d'Archie et le décès de sa mère ont probablement suffi à provoquer cette condition. En 1928, Agatha a repris l'écriture, rédigé certains de ses romans les plus célèbres et divorcé de son mari. Elle a ensuite épousé l'archéologue Sir Max Mallowan. À ce jour, ce qui s'est réellement passé pour Agatha entre le 3 et le 14 décembre, que ce soit un stratagème pour se venger de son mari, un véritable accident ou un appel à l'aide, reste un mystère. John Stonehouse. Né le 28 juillet 1925 à Southampton, en Angleterre, John Stonehouse a rejoint le Parti travailliste à l'âge de 16 ans. Influencé par ses parents politisés, Stonehouse s'est investi dans sa communauté et a cherché un poste pour y apporter des changements. Sa mère, Rosina, ex-aide cuisinière, fut maire de Southampton et son père, ingénieur, secrétaire local de son syndicat. Après l'école, Stonehouse a rejoint la Royal Air Force puis l'université en 1946. Il a finalement été élu député travailliste coopératif de Wensbury à Stratford en 1957, ce qui a lancé sa carrière politique. Sa dernière intervention parlementaire a eu lieu le 14 novembre 1974 lorsqu'il a participé aux questions au Premier ministre, un événement qui se tient chaque mercredi à la Chambre des communes. Dans la période précédant sa disparition, des allégations et des questions ont commencé à émerger concernant sa loyauté envers le Royaume-Uni et ses affaires financières. En 1962, des rumeurs accusaient de Stonehouse d'espionner pour la Tchécoslovaquie. Et il y a fait face en 1969 lors d'une réunion avec Harold Wilson et un transfuge des services secrets tchécoslovaques. Malgré l'affrontement, Stonehouse a réussi à proclamer son innocence et l'affaire a semblé être abandonnée. Des décennies plus tard, cependant, en 2010, des informations ont révélé que Margaret Thatcher avait accepté de dissimuler les révélations en 1980 lors de son mandat de première ministre, faute de preuves suffisantes pour un procès. L'allégation avait déjà été confirmée 1 an auparavant lors de la publication de la Défense du Royaume. L'histoire autorisée du Military Intelligence, 5 ouvrages officiels écrits par l'historien Christophe André. Bien qu'il se soit défendu, la réputation de Stonehouse avait été ternie par les accusations d'espionnage. Le Parti travailliste a perdu les élections générales de 1970 et il a perdu son siège, ce qui l'a amené à créer plusieurs entreprises d'exportation pour compléter ses revenus. 1 an plus tard, Stonehouse s'est impliqué dans le conflit opposant le Bangladesh qui voulait son indépendance au Pakistan. Impressionné par sa sympathie et son soutien envers le peuple du Bangladesh, le pays lui a accordé la citoyenneté du nouvel État à la fin de la guerre. Il a aussi été chargé de créer la British Bangladesh Trust, une banque destinée au Bangladesh du Royaume-Uni.
Cependant, la manière dont la banque était gérée a rapidement suscité des critiques, ainsi que l'attention de la brigade de lutte contre la fraude et du ministère du Commerce et de l'Industrie. À cette époque, la vie de Stonehouse était chaotique et sa carrière politique stagnait. Il menait une liaison extra-conjugale avec sa secrétaire, Sheila Buckley, et il avait commencé à pratiquer une comptabilité créative dans ses entreprises. Avec tout cela sur les bras, Stonehouse a commencé à planifier de fuir le pays afin d'éviter les conséquences de ses actes. Des documents gouvernementaux déclassifiés, révélés en 2005, ont montré qu'il prévoyait d'adopter l'identité de Joseph Markham, le mari décédé de l'une de ses électrices. Avec cette identité, il a ouvert des comptes de bancaires à Londres, Melbourne et en Suisse, se faisant passer pour un consultant en exportation voyageant souvent. Peu de temps après, il a adopté une identité de secours en utilisant le nom d'un autre de ses électeurs décédés, nommé Donald Mildoon. Pour démarrer, il a transféré des fonds de ses entreprises vers ses nouveaux comptes bancaires. Plus tard, il a déplacé l'argent en utilisant différentes identités entre plusieurs comptes bancaires pour tenter de brouiller les pistes, rendant le suivi plus difficile. Stonehouse a poursuivi normalement près d'une semaine après sa dernière apparition à la Chambre des communes, le 14 novembre, le 20 novembre à Miami en Floride. Il a simulé sa mort en laissant un tas de vêtements sur la plage, laissant entendre qu'il était allé nager et s'était finalement noyé. Son plan, bien que bancal, a fonctionné. Stonehouse a été présumé mort et des nécrologies ont ensuite été publiées dans la presse britannique. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Tandis que Barbara et leurs 3 enfants le pleuraient en Angleterre, Stonehouse partait pour l'Australie avec sa maîtresse. Barbara a confié à la British Broadcasting Corporation peu après « J'ai entendu d'étonnantes rumeurs. Elles sont si décalées de la personnalité de mon mari qu'elles ne méritent même pas d'être prises en compte. Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un accident de noyade. Toutes les preuves montrent qu'il s'est noyé. » Bien que John Stonehouse ait tenté de brouiller les pistes avec ses fausses identités et transferts bancaires, cela a finalement attiré l'attention des enquêteurs sur lui. À l'époque, il recherchait la Lord Lucan, qui venait de prendre la fuite après avoir assassiné la nourrice de ses enfants. Il soupçonnait que Clive Mildoon et Joseph Markham étaient en fait le célèbre comte. Leurs soupçons ont augmenté lorsqu'un employé de la Banque de Nouvelle-Zélande a découvert que Stonehouse, se faisant passer pour Clive Mildoon, utilisait aussi le nom de Joseph Markham à la Banque de Nouvelle-Galles du Sud. Le guichetier a ensuite transmis cette information à la police, ce qui a conduit à la mise sous surveillance de Stonehouse. Stonehouse a été arrêté à Melbourne le 24 décembre 1974, un mois après sa disparition alors qu'il était présumé mort. Il a vite demandé à appeler sa femme au Royaume-Uni et l'appel a été enregistré. Il a dit lors de la conversation « Bonjour ma chérie, ils ont découvert la fausse identité ici. Tu comprendrais, à partir de tout cela, que je t'ai trompé. Je suis désolé pour ça, mais d'une certaine manière, je suis content que tout soit terminé. » Un mois plus tard, il a déclaré au correspondant australien de la British Broadcasting Corporation, Bob Friend, que ses actes résultaient d'une personnalité divisée. Avec la nouvelle personnalité offrant un exutoire à l'ancienne, qui était sous un stress et une tension considérables. Interrogé sur la souffrance infligée à sa famille, Stonehouse a répondu « En disparaissant, je voulais leur faciliter la vie, en supprimant les tensions que je leur avais causées par mon ancienne personnalité. » Il a aussi refusé de quitter son poste de député et son salaire, soulignant « Beaucoup de parlementaires partent à l'étranger en mission d'information. J'ai mené une mission d'information sur le plan géographique et intérieur, celui de l'âme d'un animal politique. Cette mission pourrait être très intéressante d'un bon sens. Je trouve que le salaire d'un député est justifié, d'après mon expérience. » Les mois suivants, Stonehouse a tenté de rester en Australie, mais en juillet 1975, il a été expulsé au Royaume-Uni, escorté par Scotland Yard. Il a rapidement été jugé pour diverses accusations concernant ses entreprises d'exportation en faillite. En août 1976, après 68 jours, il a été condamné à 7 ans de prison pour 18 chefs d'accusation de vol, fraude et tromperie. 3 ans après, il a été libéré. Il avait eu 3 crises cardiaques en prison et se remettait d'une opération à cœur ouvert lors de sa libération. Barbara, l'épouse de Stonehouse, a divorcé en 1978. En 1981, il a épousé Sheila Buckley, son ex-secrétaire, a eu un enfant, puis est décédé en 1988 à 62 ans. À ce jour, sa fille nie que son père ait été espion pour la Tchécoslovaquie et a même écrit un livre pour le défendre. Elle a aussi expliqué que sa dépendance aux sédatifs Mandrax et Mogadon l'a rendue déprimée, paranoïaque et confuse.
L'historien Christopher Andrew, auteur d'un livre en 2009 sur le Military Intelligence, 5 a indiqué avoir consulté le dossier de Stonehouse. Et il a ajouté que les services de renseignement tchécoslovaques avaient été déçus par la qualité des informations. Il a transmis des informations en tant que ministre, ajoutant ainsi à la longue liste des personnes que John Stonehouse a escroquées, il est tout à fait possible que nous puissions ajouter le nom des services de renseignement tchécoslovaques. Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.